À toutes et tous, on est ravis d'être avec vous, enfin, pas de vous accueillir, mais de vous accueillir virtuellement à l'ISA pour vous parler de la formation environnementaliste ce soir. On va se présenter pour démarrer. Moi, je m'appelle Emmanuel, je suis en master 1 environnementaliste à l'ISA et donc je suis arrivée l'année dernière en F3. Et moi, je m'appelle Franck Chauvin, je suis responsable du pôle environnement. L'activité à l'ISA est divisée en 5 grands pôles thématiques. J'ai la chance d'animer une équipe autour des questions d'environnement et de RSE. Et au sein de ce pôle, on coordonne les actions de formation, notamment celle en environnement qui s'appelle environnementaliste, qui a été créée en 93. Donc on est là pour répondre à vos questions, qu'on espère riches et dans tous les sens et nombreuses. Je vais juste vous pitcher un peu ce qu'est la formation, peut-être pour démarrer. Donc la formation mentaliste, c'est une vraie bonne idée de nos illustres aînés dans les années 90 à l'ISA, c'était assez précurseur en fait à l'époque de créer un parcours de formation d'environnement en 93, 1993. Moi, je n'y étais pas, Emmanuel non plus. Non. Et donc, autour de la détection d'un besoin de société de former des cadres opérationnels pour la maîtrise des questions environnementales, pour un monde qui s'emballe et se dérègle, c'est les termes à peu près du communiqué de presse de lancement de la formation. Donc, former des spécialistes opérationnels des questions d'environnement avec une grosse culture opérationnelle, terrain appliqué. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a démarré dès 93 et donc forcément les programmes ont évolué, mais l'esprit un peu de French Doctor de l'environnement a perduré. Et donc cette culture de l'opérationnel, du lien au terrain, au monde économique est vraiment important, on va dire, et est toujours maintenu. Donc voilà, on s'inscrit dans une école d'ingé, donc on applique aussi les mêmes recettes au parcours master et licence que celle en ingé, des petites promos, enfin plein de choses qu'on pourra vous présenter plus avant dans le déroulé. Voilà, alors on attend la première question. C'est toujours la plus dure en amphi, ça a l'air d'être pareil sur Facebook. Mais donc voilà, sinon la formation, pour vous dire, oui, c'est donc la 25e promo qui est rentrée aujourd'hui. Donc vous êtes en promotion 5K, les chiffres sont exacts. On tourne autour de, alors il y a des chiffres clés, mais on tourne autour de 25 étudiants par promo. Euh, et donc voilà, on essaie de les conduire de la licence 3 au master 1, master 2. Alors, première question d'Anaïs. Je vous laisse la lire, Emmanuel. Oui. Alors, quels sont les domaines de l'environnement enseignés? Alors, on pourra répondre collectivement, mais classiquement, ce qu'on explique, c'est qu'on a choisi de pas choisir. Donc, on essaie d'être universel en environnement. L'environnement, c'est une somme de secteurs, d'enjeux qui peuvent être pris séparément, mais qui ont aussi tous des liens entre eux. Donc, on essaie de donner la boîte à outils la plus large possible, donc de l'environnement industriel au milieu naturel, en passant par la mobilité, à l'habitat, aux déchets, à la gestion de l'eau, etc., et de voir comment ces enjeux sont interconnectés. Donc ça, c'est la boîte à outils qu'on essaie de donner à chaque étudiant ou chaque étudiante. Et puis, eux ou elles, par leur propre parcours individuel, se déterminent sur des spécialités. Donc en général, ils se déterminent progressivement ou même dès l'entrée sur des secteurs. Donc on a clairement des positionnements plutôt milieu naturel, plutôt milieu industriel, QSE, aménagement, traitement de l'eau, etc. Initialement, et puis parfois enrichi au cours du parcours. Donc il y a des gens qui arrivent pour faire du milieu naturel et qui finalement s'orientent vers d'autres métiers, puis d'autres qui restent sur leur vœu de prédilection d'origine. C'est tout l'enjeu de l'accompagnement ici. Donc, je te pas Emmanuel, sur cet aspect-là. Moi, en fait, je suis arrivée à l'ISA parce que je voulais faire de l'aménagement du territoire et en fait, je me suis dit, je voulais me spécialiser là-dedans, mais aussi rester généraliste pour découvrir les différents domaines qu'il y avait dans l'environnement. Donc, c'est pour ça que je trouvais que la formation était bien. On est généraliste en environnement, mais spécialisé dans ce domaine-là. Et on peut développer des compétences dans le domaine qu'on a choisi. Donc, c'était vraiment ce qui me plaisait dans la formation. Et ça reprenait un peu ce que j'avais vu en bac+2 en fait. Donc, Sur les secteurs environnement, parce que c'est toujours assez compliqué, l'environnement est un peu partout, en fait, on va dire, et donc clairement, ce serait difficile d'en sélectionner un et de se spécialiser, parce que ça pourrait être un peu réducteur du fait que les domaines sont interconnectés, et puis c'est aussi en termes d'employabilité, finalement, un peu peut-être enfermant. Donc du coup, nous, on a choisi d'avoir cette culture large et une spécialisation individuelle. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Après, dans le positionnement des diplômés, il y a quand même des grands thèmes qui ressortent et qui donc conduisent aussi nos enseignements. Donc en gros, quand on enquête auprès des 10 dernières promos, il y en a un sur deux qui sont en lien avec la maîtrise des systèmes de management, qualité, sécurité, environnement, énergie, RSE. Et il y en a un tiers à 40% qui sont autour des aspects climat-énergie.
un tiers à 40% qui ont, alors ça va faire plus que 100%, rassurez-vous, mais c'est parce que certains sont sur 2 ou 3 secteurs, par exemple en bureau d'études. Et donc certains vont être plutôt sur les aspects milieu naturel, biodiversité. Et le quatrième grand secteur, c'est l'économie circulaire, on va dire. Ça, c'est vraiment les grands thèmes. On va saluer tout de suite chez Erlin, qui est donc un ancien diplômé que je reconnais. Je le remercie pour son sens de l'humour. Je le salue, j'espère qu'il va bien. Alors, question d'analyse. Les métiers en sortie sont orientés vers quel type d'entreprise? Alors, c'est en fait un peu l'inventaire à l'après-vert. Comme il y a de l'environnement partout, on va dire, on peut être responsable environnement. Ce qu'il faut retenir peut-être, c'est qu'on n'est pas connecté au secteur d'origine de l'ISA, qui sont plus agricoles ou agroalimentaires. Mais l'environnement, on peut le conjuguer finalement pour tout type d'entreprise. Donc, on peut en retrouver, par exemple, on a eu un diplômé qui a travaillé longtemps aux aéroports de Paris. Donc, le lien avec l'agriculture et l'agroalimentaire peut être jugé comme lointain, donc c'est normal. On en a partout, il y a des questions environnementales. On en a chez L'Oréal, par exemple. On peut en avoir en chimie, dans le monde du bâtiment. Enfin, donc, tout type d'entreprise, tout type de taille. Enfin, quand on enquête un peu, c'est plutôt la diversité qu'on retient. Enfin, en environnement, on aime bien parler de diversité énergétique, de biodiversité, et en termes de secteur ou de type d'entreprise, c'est exactement le même type. Enfin, vraiment, vous dire qu'il y a un type d'entreprise, ce serait mentir. C'est plein de types d'entreprises. On voit que Baptiste demande donc au niveau des sorties terrain, est-ce qu'on on fait des sorties terrain pour appliquer nos cours? Donc en fait, régulièrement selon les cours qu'on a, par exemple, moi je me souviens en L3, on a travaillé donc sur la zoologie, donc on a fait une sortie par exemple aux eaux de Lille pour voir les comportements des animaux, pareil au jardin botanique en lien avec nos cours de botanique, ou encore par exemple un jeudi tous les 2 mois à peu près, il me semble. On a quelque chose qui s'appelle le jeudi thématique, où là, en fait, les enviros partent faire une visite. Donc, c'est par exemple, on va visiter un incinérateur, on va visiter une maison la maison de l'environnement à Lille, on va voir un site, un ancien site industriel qui a été reconverti. Donc voilà, c'est vraiment des thématiques variées qui sont proposées et ça permet vraiment de retrouver en fait les différents domaines de l'environnement qui sont traités en cours. Et ça permet vraiment de voir l'application. Et pour ceux qui sont terrain, là, on est dans notre élément, quoi. Le jeudi thématique, c'est assez intéressant de noter que c'est quelque chose qui est venu des étudiants. En fait. Donc, on évalue les différentes années, les différents cours à la fin de chaque année par les étudiants. Donc, module par module, organisation, vraiment dans l'ordre, etc. Et puis, du coup, le constat souvent en licence, notamment, c'est de dire c'est super, c'est potentiellement, il y a beaucoup de choses bien, mais on sort pas assez. Et donc, et du coup, ça venait en fait d'une idée que, en fait, une année, on programme plein de choses et puis que les visites, c'est ce qui viendrait après. Donc, depuis ce jour-là, on a commencé à planifier les visites en premier. Et pour pouvoir y arriver aussi, on a confié l'organisation des visites aux étudiants. En fait. Donc, ça fait un acte d'apprentissage pour eux. C'est d'aller chercher des contacts de terrain, d'aller pouvoir organiser une visite. Donc, par les jeux des associations dont on parlera sûrement, les étudiants organisent des visites pour leurs pairs, donc PAIRES, pas leur papa. Et donc, ils peuvent éventuellement inviter leur père, mais c'est pas souvent. Et donc, l'idée est donc de proposer des visites aussi, un peu décalées parfois, en tout cas par rapport à des contenus de cours. Donc, il y a effectivement à la fois des visites un peu comme ça proposées par les étudiants dans le cadre pédagogique, puis après des visites dans le cadre des modules ou des unités d'enseignement qui permettent de faire du terrain. On voit que Edouard, que l'on salue aussi, qui est un des étudiants du parcours, cite les projets en master. Effectivement, après le master, c'est beaucoup de projets, donc une journée au moins par semaine, on travaille pour des cas concrets. Et bien souvent, les projets, ça s'effectue sur le terrain, sur le lieu de prédilection du commanditaire. Donc, ça peut être une entreprise, une collectivité en l'occurrence. Donc, par exemple, il y a des étudiants là, qui cette année passent leur journée du mardi à l'aéronef, qui est une salle de concert lilloise, pour Travailler sur le bilan énergétique de l'aéronef et ils ont vraiment une démarche où ils veulent réduire leur impact sur l'environnement, leur consommation, etc. pour eux, mais aussi pour l'environnement. Donc du coup, ouais, moi cette année, je travaille sur ce projet-là. Et donc j'ai un autre projet avec eux où c'est de la gestion de base de données aussi. Donc voilà, il y a vraiment un souci de vouloir travailler en projet, de se professionnaliser et travailler avec les entreprises en fait pour être un peu un pied dans le monde du travail en fait, tout simplement. sur l'aspect terrain, vraiment, il peut être parfois
pas l'un ou l'autre. Enfin, moi, j'ai travaillé en bureau d'études avant, et donc j'ai un de mes collègues qui passait des journées en boîte de nuit, donc à faire des études acoustiques, notamment pour la protection du niveau sonore pour les voisins et pour les salariés des établissements nocturnes diffusant de la musique amplifiée, qui est le nom technique réglementaire pour une boîte de nuit ou un bar. Donc voilà pour le terrain. Alors on a une question de Samantha. Est-ce que le parcours en Viro permet une bonne insertion professionnelle à l'étranger, du moins autant que le parcours en ingé? C'est une bonne question. On a souvent des questions sur est-ce que je dois faire ingé ou le master quand le parcours amont permet de faire les deux. Alors là-dessus, la première réponse, c'est qu'il n'y a pas de mauvais parcours. Les deux peuvent y contribuer ou y concourir. La formation ingé, on va sans se mentir être plus forte sur l'aspect international, donc sur l'anglais et sur l'interculturel. Donc, si vous avez vraiment un appétit fort pour un job à l'étranger plus tard, c'est sans doute, quand on peut, le parcours ingé qui pourrait être priorisé. Néanmoins, en master, on a de plus en plus d'étudiants qui font des semestres à l'étranger. On a aussi haussé le niveau d'exigence en anglais enfin, sans se mentir aussi, qui n'était pas forcément la qualité première des étudiants en enviro, parce que venant d'un bac+2, souvent, c'était pas forcément de façon très performante en amont, l'anglais. Et donc les deux peuvent y contribuer très clairement. Les besoins des entreprises à l'étranger en environnement sont conséquents. On a en plus maintenant une expertise assez forte à l'ISA sur l'interculturel, sur la façon d'appréhender les problématiques à l'international. Et donc notamment sur alors c'est pas les mêmes enjeux en fait, hein, la réglementation par exemple peut varier d'un pays à l'autre, on a un niveau de développement d'un pays à l'autre, mais les méthodos, la façon de s'y prendre peut être assez plaqué, calqué, et les stages individuels vont faire qu'on peut se donner vraiment un parcours à l'étranger. Voilà, il y a quelques, enfin, on a à peu près 600 diplômés du master enviro à date. On va dire que c'est peut-être une dizaine qui sont à l'international en poste aujourd'hui. Voilà, c'est pas encore des grandes cohortes, mais clairement c'est possible. Donc oui, une bonne insertion. Enfin, voilà, pour répondre clairement, il faudra vraiment qu'individuellement on se booste sur des stages notamment et sur un niveau d'anglais conséquent. Si ça vous va. Ouais, ça me va. Non, ce qui est bien en fait au niveau pour ceux qui veulent aller vers l'international, c'est que pour l'instant, en tout cas actuellement, le TOEIC n'est pas obligatoire pour la formation licence master enviro, mais on nous le fait quand même passer en fait, et donc on peut toujours utiliser en fait ce TOEIC qu'on passe pour justement demander l'étranger. On n'est pas du tout, enfin on n'est pas pris du tout. Justement, au contraire, si on va aller à l'étranger, on a vraiment la possibilité d'aller faire son semestre. Nous, dans la promo cette année, il y a Muriel qui est au Canada, donc là pendant son semestre, donc voilà, elle est super contente, et enfin tous ceux qui veulent, à partir du moment où le résultat académique et le niveau TOEIC correspond, peuvent aller à l'étranger. Le TOEIC, voilà, c'est pas une condition suspensive de diplomation, comme on peut avoir en cycle ingé, où pour être diplômé, au final, il faudra avoir un certain niveau au TOEIC, donc 785 aujourd'hui. Mais on le prépare, on le fait, et ça fait partie des notes attendues, mais c'est pas une note suspensive de condition de remise de diplôme. Alors bonjour aux environs. Ouais, petite dédicace à ma promo. Salut les gars. Vous feriez mieux de réviser. Alors, Nina, bonsoir. Est-il possible d'intégrer l'EM1 environ avec une licence en géographie et aménagement? Alors, oui, c'est pas. Enfin, oui, c'est sous réserve qu'effectivement, en aménagement, il y a eu des choses, notamment des stages, des choses qu'on puisse valoriser en termes de sélection. En tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, d'avoir de la variété, la mixité de parcours et de profils. Et clairement, les visions des problématiques environnementales, elles se nourrissent de plein d'origines et de parcours. Donc, les profils qui nous intéressent, on est plutôt sur une orientation scientifique en grand volume, on va dire, mais on a toujours pris, ça nous est arrivé de prendre des licences aménagement du territoire et avec des belles réussites, hein, clairement. Donc oui, c'est possible. Avec vraiment, évidemment, des stages vraiment orientés, peut-être ville durable ou territoire en transition, plan climat-énergie, des choses comme ça. Je ne sais pas si dans la promo, il y a des gens moi, je suis plus dans l'aménagement du territoire, donc ouais. Pas en diplôme d'origine. Non, il n'y a personne qui vient de licence géographie et aménagement. Mais, cette année, mais on en a eu par le passé. Ça se regarde. Il ne faut pas hésiter à nous contacter en direct dans ces cas-là pour voir si effectivement le dossier est éligible, on va dire, en conditions d'arrivée, mais potentiellement, oui, c'est possible.
Alors, Samantha, merci, donc on vous en prie. Quels sont les critères autres que l'anglais pour être accepté dans les parcours en ingénierie, niveau maths, par exemple? Alors, je sais pas si la question est pour le cursus Ingé, peut-être, ou le parcours en anglais du cursus Ingé, ou le master. Bon, dans tous les cas, en tout cas, on va être sur des admissions sur titre, donc avec l'étude du dossier, on va dire. Et on va pas regarder que les maths, en fait. C'est juste pour vous rassurer. Ça va être un niveau d'ensemble. Enfin, c'est souvent comme en environnement, par exemple, on va considérer les choses globalement. C'est exactement pareil pour une candidature. Ça va être un équilibre entre le niveau, la motivation, la connaissance de nos métiers, des enjeux liés au domaine, etc., qui vont faire qu'on va vous mettre dans un ordre dans la liste d'admission. Donc voilà, on attend un assez bon niveau scientifique, on va dire globalement, et une bonne à très bonne à excellente motivation. Enfin, c'est un peu dans ce couple-là. En environnement, comme dans d'autres métiers, il y a beaucoup de choses à faire, et donc ça repose beaucoup sur l'énergie individuelle quand même. Donc pas être là par hasard, en fait. C'est un peu ça qu'on cherche à valoriser en premier, et un niveau scientifique, on va dire, correct plus. Oui, c'est vrai que la motivation, enfin, on parle souvent du dossier avec les notes, mais c'est vrai que la motivation est très très importante en fait. Si vous vous êtes déplacé, quand c'est possible, quand vous posez des questions, voilà, c'est ça qui est important, c'est montrer que vous avez envie, que c'est ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse et que vous êtes moteur, et bah, c'est voilà, vous avez tout gagné. Ouais, la connaissance des enjeux, enfin aussi qu'est-ce qui se passe au niveau international, au niveau régional sur ces questions-là aujourd'hui, voilà, en quoi le territoire que vous occupez est innovant ou pas, comment, voilà, c'est votre intérêt pour ces questions-là qui peuvent nous permettre d'évaluer votre intérêt globalement pour embrasser une carrière dans ces domaines. Voilà, parce que ça fait partie de la motivation qui vous permettra de franchir les différentes étapes, y compris quand ce sera un peu plus dur en sciences éventuellement. Il n'y a pas que des sciences, hein, donc il y a beaucoup d'opérationnels, de choses concrètes qu'on évalue. Alors, du coup, Samantha, quel est le volume horaire des cours pour une semaine? Est-il possible d'avoir un job étudiant à côté des cours? Volume horaire en L3 principalement parce que c'est plutôt, ben, on commence à 8h et on finit vers 17h. Les journées sont assez complètes, on n'a pas vraiment de trou dans les emplois du temps en fait. Et bah là, en M1, c'est un peu différent parce que on a une journée banalisée, donc le mardi, où c'est entreprise, donc ça coupe un peu la semaine, mais sinon c'est bah, du 8h, 17h aussi principalement, avec vraiment plus, beaucoup plus, c'est plus axé sur des projets de groupe et vraiment de l'application, en M1 en tout cas. Et du coup, bah, le volume horaire et le travail qui en découle n'est pas non plus. Enfin, voilà, faut travailler régulièrement et ça pose pas de problème. Pour tout ce qui est job étudiant, moi, je sais qu'à côté de ça, je fais du tutorat dans un lycée le jeudi soir et que j'ai une amie de ma promo qui est, par exemple, qui travaille à l'accueil, à l'ISA. Donc voilà, il y a possibilité de mêler un petit job étudiant avec les cours. Voilà, bah, enfin, donc je souscris, évidemment. Il y a à peu près, on va dire, 32 heures, 30, peut-être 4 heures par semaine, on va dire, en moyenne. Mais là-dedans, il y a du présentiel, donc il y a l'aspect vraiment court où il y a un prof, etc. Et puis il y a du projet, en fait, où on attend des étudiants qui travaillent un certain volume par eux-mêmes sur des projets, par exemple, sur des projets en entreprise. Après, qu'ils travaillent de 8h à 18h quand c'est en projet, ou de 10h à 20, ou de midi à minuit, si le projet au final est réussi, c'est ce qu'on leur demande. Voilà. Après, le jeudi après-midi, normalement, est libéré, sauf exception, pour permettre des occupations personnelles, pro, faire du sport, de la musique, s'aérer l'esprit. Ça nous semble important. Et puis, effectivement, dans l'équilibre pro-perso, quelque chose qui est important pour la vie plus tard, c'est bien de s'entraîner dès la vie étudiante. Donc, d'apprendre à gérer des temps, des rythmes. On souhaite qu'ils continuent à faire la fête, par exemple, mais que ce soit orchestré dans des rythmes et des priorisations. On souhaite qu'ils continuent à faire du sport, de la culture, avoir des jobs étudiants, on l'encourage fortement, parce qu'on est conscient que les études, c'est un investissement et que aussi on apprend plein de choses par les jobs. Donc, ouais, c'est vraiment. Et ça, les résultats d'année, on va dire, on est vigilant sur les équilibres et on peut être aussi conciliant sur certains rythmes, un peu adaptés individuellement si nécessaire, pour que individuellement les gens aient le meilleur parcours, on va dire, ici. Donc ça, c'est clairement dans l'esprit de ce qu'on cherche à faire. Donc voilà, je pense qu'on a répondu. Voilà, après, en général, hein, pour dire dans les volumes horaires, il y a aussi 2 heures par semaine qui sont consacrées aux associations, donc d'autres un peu respiration,
on pourra en reparler. Et puis, ça arrive qu'il y ait quand même des examens aussi. Donc, il y a aussi 1 heure et demie ou 2 heures d'examen par semaine, mais pas toutes les semaines. Enfin, ça dépend un peu des années. Mais en gros, il faut retenir 8 heures, 17 heures du lundi au vendredi avec le jeudi après-midi libéré. Et au milieu de tout ça, des TP, des TD, des examens, des projets. Donc, voilà, il n'y a pas de burn-out chez les étudiants. On est vigilant là-dessus, évidemment. Mais voilà, c'est un engagement dans les études parce que c'est un investissement, mais on cherche aussi à ce qu'ils fassent autre chose. Alors, du coup, Anaïs, vous prenez quel type de profil et de diplôme pour intégrer la licence 3? Alors, pour intégrer la licence 3, on a souvent la règle des 3 tiers, bon, qui est effectivement enfin, qui n'est jamais figée, mais on prend en général. Donc, ce qu'il faut savoir faire des sciences en amont, plutôt de la biologie, et donc on prend des licences 2 de biologie, parce que la licence enviro, c'est une licence de biologie. Donc, le parcours le plus natif, on va dire naturel, c'est la licence 2 de bio. On prend aussi un tiers de BTS, donc des BTS autour des sciences du vivant, donc autour des par exemple, gestion et protection de la nature, gestion et métiers de l'eau, protection des végétaux, paysage, voilà, MSE, je pense que c'est un BTS aussi, métier et services en environnement. Et puis on prend un tiers de DUT, donc plutôt issu du DUT génie bio, génie de l'environnement. Il y a 5 spécialités de DUT génie bio. Celle qui nous intéresse le plus, évidemment, en environnement, c'est génie de l'environnement. Et donc ce 3 tiers-là nous fait des belles promos équilibrées dans les origines, dans les aspects. On va dire que la licence 3 Enviro, dans son positionnement, elle ressemble le plus à ce qui se fait en IUT. En fait. C'est ce qui prépare le mieux en termes de rythme et d'équilibre entre le théorique et le pratique et l'étude. Mais que les deux autres profils nous intéressent au même titre et que, enfin, voilà, il n'y a pas de hiérarchie et qu'on peut être une année avec 50% d'un profil et 25 des deux autres. Enfin, on ne cherche pas à équilibrer forcément les 3 origines. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des sciences, en fait. Parce qu'en licence 3, on va finir un parcours en sciences. Et donc, s'il n'y en a pas eu pendant 2 ans, c'est un peu compliqué. Donc, plutôt des sciences du vivant autour de la biologie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, la question je pense, je ne sais plus. Mais en master, on est un peu plus conciliant sur des origines différentes, par exemple autour de l'aménagement du territoire, où il y aura peut-être moins de sciences. Mais comme on recommence un parcours, finalement, c'est tout à fait plus faisable. Voilà. Moi, du coup, j'ai fait, avant de venir en L3 à l'ISA, j'ai fait un DUT génie biologique, génie de l'environnement. Et en fait, bah oui, ça reprend, en fait, la licence 3 reprend vraiment ce que j'ai vu en DUT. Et donc, c'est ça qui était bien aussi, c'est que le DUT m'a plu parce qu'il y avait la partie un peu pratique et la partie théorique. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans l'ISA, dans la L3. Et c'est vraiment, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une continuité, en fait, depuis mon DUT pour aller vers la L3. C'était vraiment la continuité de ce que j'avais fait. Donc, c'est pour ça que je suis venue ici. Vraiment dans l'idée, ouais, c'est ça. Le DUT, c'est ce qui ressemble le plus dans le rythme et l'équilibre théorique et pratique. Et l'idée, évidemment, c'est de dépasser ça pour aller vers des problématiques plus complètes et de dépasser l'aspect un peu technique pour aller vers l'aspect gestion de projet. Mais dans l'équilibre un peu de la progression, on va essayer de consolider les acquis scientifiques en licence 3, avec des premiers outils techniques applicatifs, et puis un premier stage. Et puis après, en master, on va vraiment faire des outils appliqués, en prenant un peu les outils environnementaux de base en M1 et puis les outils un peu applicatifs spécifiques en M2, avec des jeux d'options, etc. de parcours, dont on pourra reparler tout à l'heure s'il y a des questions. Mais c'est un peu dans l'idée, et du coup, c'est vrai que ce qui prépare bien, c'est le DUT, mais les deux autres parcours s'en sortent bien. Dans la promo, il y a un peu de tout en fait, parce que du coup, quand je suis arrivée l'année dernière, il y avait principalement BTS et DUT. Et là, maintenant, en M1, il y a pas mal de licences qui nous ont rejoints. Donc, du coup, voilà, ça équilibre et chacun apporte par son parcours sa pierre à l'édifice et ça apporte un plus parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas appris les mêmes méthodes de travail et la même façon de voir les choses. Donc, du coup, ça apporte vraiment sur les projets de groupe un plus. Donc voilà, c'est ça qui est bien aussi dans la formation, c'est que voilà, tout le monde peut apporter quelque chose en projet. Clairement. Alors, j'ai une question de Baptiste sur les portes ouvertes. On organise une conférence sur la formation à la journée porte ouverte de samedi. Donc, effectivement, une porte ouverte samedi prochain, 17 mars, Saint-Patrick. Et donc, est-ce que des étudiants pourront être présents, seront présents pour les rencontrer? Alors, il y a des étudiants, effectivement, qui seront là le matin sur l'aspect salon, journée porte ouverte. Et puis l'après-midi, donc à 14h30, il y a une conférence
animé par un super prof. C'est plutôt pour dire, voilà, remettre en avant les éléments de relief du parcours. Et effectivement, il y a enfin, souvent, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faire parler ceux qui le vivent. Hein, et donc, il y aura des étudiants et même peut-être un diplômé qui seront présents. Dans les étudiants, je pense que dans ceux qui ont confirmé, il y a des étudiants de chaque année, enfin licence 3 et master 1 notamment. Pour rejoindre un peu les associations qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des étudiants qui nous aident sur l'aspect animation et réponse aux questions des prospects, des gens qui se posent la question pour intégrer. Et on va dire que quelle que soit l'association, et notamment celle-ci, on les évalue, ça fait partie de leur parcours de formation. Ici, pour nous, c'est des choses qu'on peut évaluer qui montrent leur capacité à gérer des équipes, des budgets éventuellement, des plannings, des engagements, un investissement, une équipe, etc. On fait même évaluer les managers un peu de ces assos, on les fait évaluer leurs homologues, en fait, un peu comme un responsable de service pourra évaluer plus tard ses collaborateurs. En fait. Donc là, c'est effectivement une partie des choses qu'on fait avec les assos. Et donc moi aussi, du coup, vu que c'est dans le parcours, je suis dans l'association, moi c'est Enviro Network. Et du coup, l'asso, elle a pour but donc d'aider justement dans l'organisation des JPO, prospection dans les établissements, etc. Et en fait, c'est super bien parce que ça nous apprend à travailler en groupe, en plus des projets, dans une ambiance beaucoup plus détendue. Et voilà, ça nous apprend, par exemple, moi dans cette association, ça nous apprend vraiment à communiquer, à savoir s'exprimer à l'oral distinctement. Voilà, ça nous fait de la gestion de projet, à apprendre, comme a dit M. Chauvin, à s'organiser, à planifier les choses, passer des coups de fil. Voilà, c'est vraiment tout un univers qui nous apprend aussi un peu à être dans la vie professionnelle, parce que plus tard, c'est aussi prendre des initiatives dans le travail. Donc voilà, c'est vraiment assez complet et ça permet aussi un peu de nous évader 2 heures par semaine pendant ça, parce que pendant nos créneaux d'association. Je souris au verbe qui fait un peu penser à l'escape game, mais évader. Mais oui, en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est une respiration, une pause, une parenthèse, mais qui ressemble à la vraie vie. Et dans les autres assos, enfin voilà, les étudiants choisissent aussi l'asso auquel ils veulent contribuer en amont et un peu sur un processus ils postulent en fait en début d'année, il y a un forum des assos et puis voilà, ils essaient de se positionner sur une ou deux assos en motivant leur choix. Et il y a ce processus aussi de transmission. Enfin, il y a plein de choses dans les assos qui sont assez intéressantes, qui sont une vraie bonne idée du cursus Enviro, qui est enfin, historiquement, là, a priori, a toujours tourné avec des assos, évalué dans le programme. En fait, c'est assez classique d'avoir des assos dans les écoles, mais qu'elles fassent partie vraiment de la formation, qu'elles soient créditées en ECTS, et évaluées. C'est assez original et enfin c'était assez original à l'époque, ça a été pas mal rejoint par d'autres formations. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien quand on fait le bilan avec les étudiants diplômés de ce qu'ils retiennent. Alors on range un peu notre fierté, mais souvent c'est par exemple l'association qui sort assez vite. Il n'y a pas vraiment un apport fort d'enseignement là-dessus, mais c'est un vrai enseignement en fait, c'est apprendre autrement et on est vraiment super heureux que ça existe et que ça puisse contribuer à former différemment, on va dire, les étudiants. Voilà, bonjour Adélaïde également, j'espère que la santé est au rendez-vous. Samantha, les personnes ayant validé leur L3 sont-elles automatiquement acceptées en M1? Alors, on va pas faire une réponse de Normand, mais plutôt oui. En fait, hein, alors les règles d'admission en master aussi changent nationalement, donc on va dire qu'on a des quotas à respecter de diplomation. Donc, si les effectifs sont tels en L3 qu'il faut éventuellement faire procéder à une sélection en M1, on procède. Mais quoi qu'il arrive, on fait des entretiens, en tout cas un peu comme des entretiens de progrès avec les étudiants, pour voir si l'adéquation, enfin s'il y a adéquation entre ce qu'ils veulent faire professionnellement et ce que le programme permet. Donc ça, on le fait, on le faisait entre Master 1 et Master 2, on le fait maintenant désormais entre L3 et M1. Ça, c'est pour bien vérifier que les gens qui seront là en master sont au bon endroit, en fait. Une façon de réussir ses études, c'est d'être dans le bon parcours. En fait, donc, c'est à bénéfice réciproque. Donc, on a effectivement ces entretiens-là. Et bon, voilà, globalement, si le niveau de performance en termes de notes est au rendez-vous, donc qu'on a obtenu son année, on va dire, au-delà de 10, et qu'au niveau comportemental, il n'y a rien de très compliqué. Au niveau comportemental, on entend par exemple quelqu'un qui serait absent ou qui ne jouerait pas le jeu des projets de groupe. Ça pourrait nous poser des questions, mais voilà, si on arrête très rarement, en fait, moi, j'adore mon métier parce que j'ai l'impression de faire de Didier Deschamps pour des. Bon, voilà, c'est pas l'équipe de France, mais je fais du coaching en fait et j'ai très peu
de disciplinaire à faire. Donc voilà, en gros, le comportemental pourrait être le point bloquant pour ne pas être accepté en M1, ou un projet pro complètement décalé par rapport à ce que permet le M1. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses qu'on va chercher à valider, sachant que sur l'aspect comportemental, c'est rarissime qu'on ait à arbitrer. Et que sur le projet pro, c'est aussi assez rare parce que les gens qui sont là, en général, savent pourquoi ils le sont. Et qu'en fin de L3, ils peuvent aussi postuler à des masters différents si leur projet pro est plus spécifique sur une thématique particulière. Par exemple, le traitement de l'eau, s'ils veulent faire 2 ans de traitement de l'eau, ce sera plus adapté pour qu'ils aillent le faire. À ce moment-là, on les aide même à trouver leur parcours et on les recommande si tant est qu'ils soient recommandables, ce qui est assez souvent le cas. Donc voilà, et dans le même sens, on accueille du coup des licences 3 externes en M1, donc c'est ce qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure, donc des titulaires de licence de biologie, notamment, parfois des titulaires de licence pro si l'université partenaire autorise, donc plutôt sur des très bons dossiers. On est ravis de les accueillir parce que ça apporte de la variété, des gens en général qui ont aussi une assez bonne idée de leur projet pro. Le projet pro, il est souvent mûr en fin de L3. En fait, il commence à être bien mature en début de L3, c'est souvent, ça peut être bon, ça dépend. Moi, à la base, je voulais vraiment faire l'aménagement, mais je ne voulais pas me fermer de porte. C'est pour ça que, voilà, en L3, je voulais faire ça. Et du coup, j'ai refait un stage, parce qu'en fin de 18 ans, on doit faire déjà un premier stage. Et du coup, là, en L3, j'ai refait un stage de 3 mois à la métropole européenne de Lille, donc dans de l'aménagement, sur une trame verte. Et du coup, ça a conforté mon choix d'orientation. En fait, je savais que je voulais plus ou moins aller vers ces domaines-là, mais voilà, j'ai eu vraiment la confirmation avec un stage plus long qui m'a permis vraiment de tester mes compétences aussi et de voir les acquis que j'avais. Et donc, du coup, c'est ça qui est bien avec la formation, c'est qu'il y a beaucoup quand même de stages. Là, je vois en M1, du coup, j'ai un stage de 5 mois à faire, donc j'ai trouvé mon entreprise et donc je pars dans un syndicat pour travailler sur un SCOT. Donc du coup, voilà. On préciser des choses parce que SCOT, je pense que... Donc SCOT, c'est schéma de cohérence territoriale. Donc, du coup, ça permet en gros, sur un territoire, de définir des orientations, des politiques dans les différents domaines de l'environnement. Donc, c'est là qu'on retrouve en fait un peu la pluridisciplinarité du domaine. En fait, c'est parce qu'en aménagement du territoire, on va voir les milieux naturels, tout ce qui est milieu agricole, plan paysage, mais aussi la gestion de l'eau, la gestion des déchets, parce que un syndicat territorial, ça gère aussi les déchets. Donc voilà, on voit plein de domaines variés et c'est le petit plus que m'apporte en fait cette formation, c'est que je veux faire de l'aménagement, mais j'ai besoin des autres thématiques aussi pour pouvoir tout simplement répondre à ma problématique globale. Donc voilà. Ouais, juste sur le syndicat, c'était un syndicat intercommunal. Ça nous permet d'aborder un élément, mais c'est que l'emploi en environnement, on a parlé des entreprises tout à l'heure, mais il est aussi beaucoup dans la fonction publique, territoriale ou nationale ou régionale, et parce que les compétences, en fait, quand on y pense, mais déchets, énergie, transport, alimentation, etc., tout ça, ça va avoir des conséquences environnementales, et donc ça peut être géré par les territoires, et donc il y a plein de missions, et du coup plein de postes sur ces secteurs-là également. Voilà, juste sur les trames vertes, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais donc on va en 2 mots essayer de travailler sur la continuité des espaces écologiques qui sont de plus en plus segmentés, et du coup pour permettre aux vivants de se déplacer, en fait, ça permet d'enrichir la biodiversité, etc. On parle de trames vertes quand c'est plutôt physique et sur le niveau végétal, et de trames bleues quand c'est au niveau aquatique, et même de trames noires de plus en plus pour permettre de ne pas perturber les déplacements des oiseaux ou des insectes, de permettre des corridors pas éclairés, en fait, pour que les espèces qui se déplacent se déplacent mieux. Et donc là-dessus, pour vous donner envie, il y a un cours en Master 2 qui se passe dans le noir. Par exemple, l'intervenant qui travaille sur les trames noires, il nous demande toujours une salle qu'on peut occulter complètement. Et moi, je fais pas spécifique au cours, mais je crois qu'il fait cours intégralement dans le noir. C'est le seul cours où vous êtes autorisé à ne pas prendre de notes par l'intervenant. Alors, Anaïs, est-ce qu'il y a des options ou des spécialités à choisir pendant le cursus? Alors, on va dire que ça se fait progressivement. En licence 3, on n'a pas de... Enfin, bon, je pense que tout le monde fait tout. Hein, voilà, le choix, éventuellement, ça va être sur l'association dont on va faire partie et le stage.
Et puis, par contre, en Master 1, on commence à avoir des options, alors plutôt typées, est-ce que je vais plutôt être intéressé par l'environnement industriel, donc tout ce qui est gestion des risques, la partie environnement des entreprises au niveau vraiment industriel lourd, ou est-ce que mon cœur balance plutôt sur l'aspect milieu naturel, sachant que les bases des deux domaines sont enseignées à tous et que c'est sur les approfondissements qu'on peut s'optionnaliser, si on peut le dire. Et puis en Master 2, là par contre, il y a un tronc commun et je pense que c'est 25% du temps du Master 2 est vraiment optionnalisé, donc sur deux grands parcours. Un tourne autour de l'industrie durable, on va dire. On va être plutôt sur l'aspect justement QSE, énergie, l'ACV du produit, donc du produit à l'industrie durable, qu'est-ce qu'on peut faire. Ou alors, une autre option autour des territoires en transition. On va retrouver les milieux naturels, notamment les aspects climat-énergie, les aspects de continuité qu'on évoquait avec Emmanuel, tout ce qui est un peu plus aménagement du territoire. Sachant que les métiers, voilà, souvent, sont sur ces deux échelles-là. On est soit plutôt sur du produit à l'entreprise, soit sur le territoire. Sachant que certains sont à l'interface des deux, sur les métiers d'exploitation de déchets, par exemple, ou de gestionnaire d'énergie. Donc voilà, donc en gros, sur les options ou les spécialités, plutôt à partir du M1 et fort en M2. Sachant moi, donc là en M1, du coup, j'ai pris en première option agriculture et eau, donc pour m'ouvrir un peu parce que du coup, la compétence agriculture, en fait, j'en avais pas du tout. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'intervenants différents en fait dans cette option-là. Donc du coup, ça permet vraiment de couvrir bah, tout le domaine. Et on travaille beaucoup sur plutôt des rendus oraux ou des projets, quoi. C'est pas vraiment on va être évalué sur les connaissances, est-ce que tu les connais par cœur. C'est vraiment plus sur du global et sur la présentation. Et en deuxième option, vu que je voulais voir un peu m'orienter aussi sur peut-être du bâtiment durable, donc du coup j'avais pris l'option ERP, donc c'est établissement recevant du public. Et donc là c'est plus réglementaire avec des normes. Et du coup pareil, voilà, c'est plus un dossier à rendre. Donc ça qui est bien aussi dans les options, c'est que on est aussi là pour découvrir et pour, euh, pour que ça nous intéresse et voilà qu'on comprenne les choses essentielles. là-dessus, par rapport à. Parce que parfois, on peut recevoir des étudiants qui nous demandent quelle option prendre, etc., et qui pourraient se sentir paralysés devant le choix à faire. Clairement, il n'y a pas de mauvais choix, en fait. C'est juste les parcours de formation, les stages, etc., les options, c'est pour tester des hypothèses. Et voilà, ça peut être genre dans le sens, bah, je sais que je veux pas faire ça ou j'ai envie d'en savoir plus, mais on se trompe pas. Enfin, c'est pas bloquant, c'est pas des énormes volumes, et il y a toujours moyen voilà, éventuellement de modifier sur le choix d'eux un parcours. Donc, on est vraiment dans ce choix de ne pas choisir. Enfin, ça, c'est assez fort chez nous, d'être généraliste des spécialités environnementales, mais et que l'individualisation du parcours se fasse progressivement. Ça, c'est clair. Sur l'évaluation, là, j'entends Emmanuel. C'est vrai qu'en L3, on est plutôt à tester les connaissances et puis on va progressivement monter sur les compétences. Et en ce sens, il y a beaucoup d'examens en master qui sont faits avec documents en fait, sur lesquels ils peuvent ramener leurs cours, etc. Parce qu'on ne va pas juger leur capacité à ressortir un savoir, mais plutôt à savoir organiser une pensée, une analyse pour prendre des décisions dans des cas concrets qui pourraient ressembler à la vraie vie et qui sont souvent inspirés de la vraie vie d'ailleurs. Donc, je vois qu'on me demande s'il y a une bonne ambiance dans la promo, si on se retrouve après les cours, etc. Donc, oui, oui, donc avec la promo, nous, l'année dernière, on était vraiment une toute petite promo au début, en L3, donc on était 14, donc c'est pas énormément. Et du coup, bah, tout de suite, un lien fort s'est créé et c'est vrai on s'est vite tous sentis bien et vraiment une entraide dans la promo, c'est ça qui est bien, c'est que bah, il y a de l'entraide. Vu qu'on n'est pas nombreux, on peut facilement poser des questions. Là, cette année, donc en M1 même, donc il y a les L3, il y a les L3 qui viennent donc de licence biologie, par exemple, qui nous ont rejoints. Et enfin, pareil, l'intégration s'est très bien faite. Tout de suite, le but, c'était que tout le monde se sente à l'aise et ils sont très bien intégrés. En plus, avec les projets de groupe, ça facilite tout de suite le contact, en fait, dès le début de l'année pour travailler tous ensemble. Donc non, non, il y a une bonne ambiance. On se retrouve après les cours, le jeudi soir aussi surtout. Et voilà, quoi. C'est un plaisir de venir en cours. C'est ça qui est agréable. Ça devient comme un peu une famille qu'on voit tout le temps. C'est agréable. Donc, voilà.
Je ne vois pas tout à ce sujet-là et j'ai pas besoin, mais en tout cas, je confirme que c'est un peu. En tout cas, dans nos veilles, est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Parce que clairement, la sélection, elle est faite en amont et on cherche pas du tout à ce qu'il y ait un climat de compétition, mais plutôt d'entraide, de collaboration, et que les bonnes relations hors cours participent aussi aux bonnes relations pendant les cours ou pendant les projets. Ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on travaille aussi à la construction d'un réseau, en fait, quand on est aux études, qui va perdurer au-delà des études. Et je leur dis combien c'est fréquent de voir que des diplômés sont encore très impliqués au sein de leur promo pour des aspects festifs et amicaux, c'est évidemment, mais aussi pour des aspects professionnels. En fait, je pense que son premier réseau pro, c'est sa promo, en fait, clairement, son école d'origine. Et ça, c'est une vraie marque de fabrique des écoles d'ingé et qu'on cultive, quoi, clairement, dans le master. Il y a une asso qui s'appelle Environ Network qui cherche à maintenir les liens de la prospection à la diplomation. Et je reçois encore avec beaucoup de plaisir des nouvelles de diplômés. Et elles sont souvent professionnelles, en fait, parce qu'ils recherchent un stagiaire, parce qu'ils recherchent à embaucher, parce qu'ils veulent bouger. Et ça, c'est vraiment fort, quoi. Le networking, le réseautage, c'est précieux. Et je pense que ça commence dès la promo. Et du coup, les associations, le sport, les soirées, le hors amphi ou le hors classe, il y contribue. On le cultive aussi pour ça, voilà, parce que c'est très louable et excessivement précieux plus tard. Donc voilà. Après, il y a aussi le fait que ce soit ouvert aux ingés. Enfin, à l'ISA, il y a 1200 étudiants et je pense qu'il y a des endroits où on se rencontre, en fait. Oui. Comme Le jeudi au foyer ou voilà. même pendant le sport, comme vous évoquiez, voilà, on peut, à un moment du sport, quand on s'inscrit, parce qu'il y a l'AS en fait qui gère toutes les assos qui gèrent le sport, non, qui gèrent le sport, pardon. Et du coup, c'est à ce moment-là où on peut aussi discuter, échanger, rencontrer les ingénieurs sur divers événements aussi qu'organise l'AE. Donc ça, c'est l'association des étudiants qui gère aussi les différentes associations, les différents clubs qui existent. Et les clubs sont ouverts et associations sont ouverts aux ingénieurs comme aux environs, en fait. Et c'est ça qui permet aussi d'échanger, tout simplement. On l'a pas encore dit, mais la dernière année de master est commune à la dernière année du cycle ingé, donc ceux qui choisissent de faire une spécialité en environnement, du côté ingénieur. Et en master 1, il y a beaucoup de cours qui sont dès la quatrième année, donc communs aussi aux élèves ingénieurs. Donc cette notion de grande famille ou de grande promo, elle est aussi étendue. Moi, je dis que son premier réseau pro, c'est sa promo, son école, et effectivement, mais c'est donc promo au pluriel, parce qu'il y a des contacts souvent et parfois plus qu'amicaux. On a parfois des faire-part qui nous arrivent d'histoires qui dépassent le professionnel pour plus tard. Donc voilà, ça fait partie en tout cas de ce qu'on cherche à faire. Donc les alumni, hein, globalement, nous, on invite vraiment chacun à s'investir dès ses études à la création de son réseau, son premier réseau pro. Et le réseau diplômé en fait partie, et son réseau d'amis de promo en fait partie au premier rang. Et donc, du coup, la question de Samantha sur l'effectif par promo, donc ça, il y a toujours une question assez rigolote, c'est qu'on cherche en général 25 étudiants par promo et qu'on les a jamais. En fait, on est parfois un peu au-dessus, parfois un peu en dessous. Il y a vraiment une notion de quantité de dossiers, de qualité de dossier qu'on maîtrise globalement, mais pas dans le détail annuellement. Et donc, en tout cas, l'effectif cible, c'est 25 étudiants ou 24 étudiants par année. Et ça oscille globalement entre 15 des toutes petites années Bon, 14, soyons précis, et 20, et 35 les grosses années. Voilà, bon, c'est un équilibre. En tout cas, 25 par promo, donc ce qui permet d'être complètement à taille humaine. Je dirais que les responsables d'année connaissent les étudiants dans leur hobby, leur sport et leur moyenne par matière, quoi. C'est quelque chose que la taille de promo permet. Après, donc une question encore Samantha qui demande est-ce qu'il y a donc une moyenne à pas. Oui, il faut. Enfin, comment vous expliquer est-ce que donc pour valider le semestre, est-ce qu'on doit ne pas avoir une unité d'enseignement en dessous de 8 sur 20? Ouais. Est-ce que ça fait partie des modalités de l'ISA? Donc oui, il y a quelques spécificités. Ouais. C'est la parole. Tout ce qui est... C'est jamais le cas, on ne peut pas avoir moins de 8 Non, c'est pas possible. non, mais alors, du coup, en cursus environ, pour l'instant, il n'y a pas de notes éliminatoires par UE, unité d'enseignement ou unité de programme.
c'est quelque chose qu'on peut retrouver en cycle ingé. Chaque formation peut avoir ses pas ne peut, mais a ses règles de diplomation, les exigences internes, externes. Et du coup, en enviro, en licence master, on a une obligation d'avoir 10 sur 20 au final pour avoir son année, avec des règles de compensation assez favorisantes, on va dire, inter-unité d'enseignement, inter-semestre pour l'instant. Voilà, le 8 sur 20, on peut le retrouver en cursus ingé plus. Bon, voilà, chaque promo a son règlement des études. C'est des choses qu'on donne dès le premier jour à l'arrivée, avec le welcome pack, où passer les bonnes soirées. Voilà, il y a aussi le planning d'année, les règles, le brief ISO 14001, etc. Mais aujourd'hui, pas de note éliminatoire par unité d'enseignement dans la licence et le master. Enfin, je ne dis pas de bêtises, hein, pour une promo qui est rentrée, on ne change pas les règles. Quoi. La promo garde ses règles. Donc, et j'ai pas d'infos sur un changement là-dessus demain. Voilà. Après, on cherche évidemment à ce que les gens aient un profil équilibré, mais aujourd'hui, les règles peuvent faire mettre un point un peu plus faible sur une des matières. Donc on me demande ce que je pense de Lille en tant qu'étudiante. Moi, là-bas, je ne viens pas du tout de la région. En fait, je viens de l'Île-de-France. C'est pas grave. C'est pas grave, il faut le dire quand même. Hein. Et en fait, du coup, j'ai fait donc mon DUT dans la région du Nord, donc voilà. Et donc je suis arrivée à Lille et en fait, j'adore la région. Je reviens maintenant à Lille. En fait, maintenant je veux rester après mes études. En fait, je veux vraiment rester dans le coin. Donc du coup, ouais, Lille, c'est vraiment une ville étudiante super. Enfin, c'est une grande ville, mais en même temps à taille humaine. Voilà, on peut vraiment se promener, faire la ville de long large à pied. Enfin, on peut se déplacer en Vélile. Il y a vraiment une bonne ambiance. Les gens sont très chaleureux. C'est pas une légende. Voilà, les gens sont super chaleureux, super agréables. Il y a des endroits pour sortir. Il y a des activités culturelles aussi avec les beaux-arts, cinéma. Les rencontres sportives. Enfin, il y a plein de choses qui se passent à Lille et donc c'est une super ville étudiante pour venir. Et il faut venir, c'est super. Voilà. On touche aucun dividende de l'Office de tourisme, mais je ne suis pas non plus lillois, je ne suis pas non plus de l'Île-de-France, je suis un peu plus bas. Mais je confirme, enfin, c'est la légende du fait qu'on puisse pleurer plusieurs fois, une fois en arrivant et plusieurs fois en partant. Et sans doute assez vrai, même si en arrivant, on pleure pas forcément. Enfin, donc voilà, c'est assez. Voilà, ce qui a été dit. Bon, au niveau foot, c'est un peu compliqué en ce moment, mais sur le reste, c'est plutôt vrai. Et on lit ça et on a la chance d'être pas trop loin d'un centre-ville, donc enfin, et vraiment à proximité immédiate de l'hypercentre lillois, pas loin non plus d'un espace un peu vert où on peut courir, se détendre, et pas loin non plus d'un gros bloc étudiant. Enfin, l'université catholique, c'est 25 000 étudiants au même endroit, donc il y a des facilités pour se loger, pour se nourrir, pour se faire du sport, pour faire des soirées, pour s'entraider, pour rencontrer des cultures différentes, etc. Donc, pour avoir étudié à Lille, je confirme que c'est assez sympa d'y être. Bonjour à Ruby également, qui doit être, je ne sais pas si elle est en France ou en Afrique, mais on la salue. Est-ce qu'on passe le TOEIC en L3? Je crois oui, c'est en L3, en mars à peu près. Oui, c'est ça, en mars. Et pour ceux qui arrivent en M1, du coup, ils le passent aussi en même temps que les L3 en mars. Voilà. Il y a des cours en plus en anglais pendant le semestre 2 de M1. Le fait de le passer, notamment dès la L3, ça permet de préparer le semestre à l'étranger, en fait, c'est quelque chose qui se prépare souvent quelques mois à l'avance. Et donc, faire un semestre à l'étranger, ça veut dire aller étudier la gestion de l'eau, le traitement des déchets, l'aménagement du territoire en langue anglaise, quoi. Donc, c'est quand même d'avoir un niveau d'anglais qui permet de suivre des cours et de gérer des projets en anglais. Et donc, du coup, de passer le TOEIC en L3 dans les conditions officielles, ça permet de valider des projets de semestre à l'étranger pour ceux qu'on a envie, et puis pour ceux qui ont le niveau, pour suivre des cours à l'étranger. Il y a un intermédiaire des fois, quelques-uns partent au Québec parfois pour être dans un univers anglophone, mais parfois avec des cours en français. Donc effectivement, voilà, de ce que je vois de ma position de responsable de formation, je note une amélioration forte du niveau d'anglais des arrivées, des arrivants en licence 3 par rapport à ce que j'ai pu voir il y a quelques années. Donc je pense que c'est un mouvement profond de l'enseignement global de l'anglais dès les premières sections, en fait, des parcours. Donc, question d'analyse. Si le dossier de candidature est retenu, y a-t-il des entretiens? Donc, moi, en L3, donc mon dossier a été retenu. Et donc, suite à ça, j'ai été convoquée pour un entretien.
Donc, c'est un entretien avec, il y a le responsable de la formation et un ou deux professeurs, il me semble, de mémoire. Ouais, plutôt un, mais Ouais, ça voilà. peut arriver deux. Et du coup, après, c'est vraiment sur la base d'un échange, en fait, sur ce qu'on a envie de faire, pourquoi, la motivation, en fait. Et ça, c'est vraiment évaluer la motivation de l'étudiant, des questions d'actualité. Voilà, c'est voilà, pour apprendre un peu à connaître, à voir si on a des questions pour l'école, apprendre un peu à connaître, je pense, l'étudiant. Ça doit être un peu aussi pour ça, je pense. Oui, oui, après, sur l'actualité, c'est plutôt dans nos secteurs, hein, évidemment. Ce qui se passe dans koh ou dans ou LOSC, à ce moment-là, nous intéresse moins, mais c'est plutôt de juger le projet pro au regard de la connaissance des enjeux du secteur, on va dire, en RSE ou en environnement. Sachant qu'on n'attend pas une connaissance encyclopédique à ce niveau-là, mais plutôt une curiosité. Enfin, c'est ça qu'on cherche à évaluer, si l'étudiant a un fort intérêt pour nos domaines et si c'est intéressant pour je sais pas, aux questions d'environnement dans sa région, dans sa ville, etc. Qu'est-ce qu'il a marqué dans l'actualité internationale ou nationale en environnement, enfin, les grandes conférences climatiques, les grandes lois, etc. C'est vraiment ça, mais on n'est pas dans une notion de il sait pas, c'est plutôt dans il est intéressé, il est curieux ou il l'est moins. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Et l'entretien, effectivement, dure une demi-heure. Ça permet donc à la fois de faire cette évaluation de la motivation pour nos domaines. Et donc, c'est un premier, finalement, c'est aussi un premier entretien de progrès. C'est-à-dire que sur certains, on note aussi parfois une certaine énergie qu'il faudra canaliser ou peut-être une timidité, une réserve, etc. Et ça fait partie de ce qu'on va chercher après à doser individuellement. C'est-à-dire, on essaie de faire progresser chacun sur ses points faibles, en fait, hein, clairement. Et donc, ça aussi, on s'en sert aussi après pour ça. Et puis, donc, la deuxième partie de l'entretien, aussi, on passe du temps aussi à voir quelle est la connaissance du parcours pour voir si ce qu'on propose correspond bien à son projet pro. On n'est pas dans une logique de jury, d'assises avec il sait pas, mais plutôt sur on se connaît mieux à la fin et on voit si l'histoire commune est intéressante à mener. Voilà, et pour être tout à fait transparent, en général, il y a donc un entretien et pour gérer l'espace d'attente, on vous fait résumer un article d'un quotidien environnemental et c'est juste pour voir notamment sur un autre aspect quel article vous a retenu votre attention et un peu comment vous écrivez, pas pour vous publier derrière, mais pour avoir une idée globale de ça. Mais c'est pas rédhibitoire. Enfin, on n'a jamais non retenu un étudiant sur juste la qualité de son résumé, un article. Voilà. Les entretiens, ils sont déjà calés. C'est sur mi-juin, autour du 15 ou 20 juin de mémoire, dans cette zone-là. Et ça peut se faire à distance et ça peut se faire hors dehors de cette zone si vous avez des impératifs de type examen ou un méga stage à Sydney. À ce moment-là, on est complètement ouvert à ce que vous le fassiez jusqu'au bout. Donc, Samantha, pour l'évaluation, contrôle continu ou partiel. Les deux. Les deux. Bonne réponse. En fait, en L3, il y a du contrôle continu et vraiment, on a souvent une semaine d'examen. C'est au niveau de décembre, avant les vacances. C'est groupé avant les vacances de décembre. Et au deuxième semestre, c'est avant le stage. Et donc, entre-temps, du coup, on a voilà, un premier, on va dire, examen intermédiaire en fait, qui se fait sur la matière où en plus on a les notes de TP, parfois les notes de compte rendu. Donc voilà, ça permet de faire un contrôle continu. Et en M1, donc là, nous, cette année, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était moins style partiel, examen fin de semestre, puisque enfin, il y avait vraiment en fait, c'est beaucoup de projets. Donc, du coup, c'est vraiment à la fin du projet, vu qu'on travaille tout le long, voilà, un gros oral. Ou sinon, les matières, voilà, on a fait, c'est plus par bloc les matières. Donc, par exemple, on fait 3 semaines d'écologie. Et à la fin, on a un oral sur ce qu'on a vu, sur une thématique en écologie. Ou sinon, voilà, on a des dossiers à rendre dans des matières ou des exercices. Donc il y a moins, je trouve, en M1, cette notion de partiel. On a des examens écrits, mais c'est moins, je trouve que c'est moins difficile. C'est un peu lié à ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur la progressivité entre la licence et le master, mais en licence, on est plutôt sur la consolidation des acquis scientifiques et on finalise le parcours de licence, donc on est plutôt dans une logique d'évaluation individuelle et qui est aussi l'entre du contrôle continu et du partiel, voilà, mais avec du TD, du TP, quelques projets, mais un peu plus petits, des associations qui sont évaluées, mais on est plutôt globalement sur une évaluation classique. Et en master, comme l'idée, c'est d'apprendre l'opérationnalité, qu'on a
En général, on dit assez vite que les étudiants sont des jeunes collègues, en fait, hein, qu'on essaie de les considérer comme des jeunes collègues et que, surtout qu'ils se comportent comme des jeunes collègues. Donc, on serait plus, ça sera pas d'intérêt de les évaluer tous les 3 jours sur leurs connaissances, mais plutôt d'évaluer leur opérationnalité. Donc, plutôt sur la logique de gestion de projet, d'oral, de synthèse, etc. Ça veut pas dire moins de boulot, mais c'est un boulot peut-être un peu moins académique, un peu moins scolaire, on va dire, si on est un peu critique. Mais les 2 étapes sont nécessaires de notre point de vue. Et sont, ouais, sont peut-être nécessaires dans leur progression, dans leur progression. Enfin, on est sans doute plus capable de faire du non classique quand on a fait un peu de classique avant. Donc voilà. Après, les modalités de contrôle des connaissances, MCC, dans le jargon technique, c'est connu dès la rentrée. En fait, hein. Le jour J, on vous donne votre programme et comment vous serez évalué, à quelle date et sur, enfin, pas des questions, mais en tout cas les contenus de cours, les catalogues de cours et tout ça, c'est des choses qui sont assez. Il n'y a pas beaucoup de surprises, quoi. C'est Non, clairement. surtout qu'on a accès aux annales des années précédentes. Voilà, enfin, on n'a pas de surprise en fait lors des examens écrits parce que c'est pas le but. Le but, c'est pas de nous piéger. On a même droit aux cours selon les matières. Donc, c'est pas le but, c'est qu'on y arrive et voilà, de voir comment notre réflexion, en fait, pas ouais, je sais apprendre par cœur. C'est vraiment la réflexion qu'il y a dans la matière. Alors, Nicolas qui nous demande quels sont les avantages d'avoir un master environnementaliste par rapport à d'autres masters liés à l'environnement, par exemple en aménagement ou en dépollution des sols. Alors, riche question. Je dirais chaque master peut avoir des points forts, des points différenciants, et que plusieurs masters peuvent conduire à des super parcours. Enfin, le master environnementaliste, il a dans ses points forts la notion d'opérationnalité, d'ancienneté, 25 ans, donc on va avoir, s'ils sont diplômés aujourd'hui, des liens avec les alumni Ingé, donc ce réseau, cette expertise, cette expérience, un fort ancrage économique, on va dire. Beaucoup forcément de nos diplômés sont donc des partenaires privilégiés. Des travaux menés par des entreprises, des collectivités tout depuis plusieurs années, ça nous donne un vrai réseau, donc c'est précieux, je pense. Le fait aussi qu'on soit généraliste en environnement, ça peut correspondre à des profils qui savent pas exactement ce qu'ils veulent faire ou qui sont intéressés, enfin en amont, ou qui sont intéressés par plusieurs domaines, etc. Ça permet aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc en sortie. Donc voilà, donc ça a ces avantages-là. Si on est très branché des pollutions des sols et qu'on trouve enfin, ça peut être très intéressant aussi d'aller faire un master des pollutions des sols si tant est qu'on soit déjà déterminé dès la fin de la licence sur ce secteur-là. Voilà, y a pas, moi je suis assez pour dire qu'il y a des bouquets de solutions souvent en énergie, en environnement et sans doute en formation. Et il faut surtout en avoir connaissance des points forts éventuellement des réalités, en fait, hein, en interrogeant les gens qui les vivent pour se déterminer. Mais donc, clairement, voilà, enfin, notre master, on peut aussi aller vers des domaines spécifiques comme l'aménagement du territoire, la dépollution des sols. On se laisse sans doute plus de temps pour se décider et on aura sans doute une vision plus large, plus globale, donc une possibilité de rebond aussi au cours de sa carrière qui permettent de le faire. Mais donc voilà, donc, les avantages du master enviro, c'est un peu ce qu'on a dit, l'ancienneté, les petites promos, la recette un peu école d'ingé, l'ancrage économique, l'opérationnalité, les assos, les super encadrants, évidemment. J'attendais qu'Emmanuel le dise. Et- mais donc voilà, mais je pense honnêtement qu'il y a, voilà, enfin, voilà, forcément, il y a plein d'autres possibilités. Voilà, c'est assez difficile de vous répondre. En tout cas, nous, on a vraiment cette culture large de la boîte à outils et de l'opérationnalité. Donc, 2 à 3 mois de stage en L3, 5 mois en M1. 5 mois en M1, c'est assez rare en fait en stage. Ça, C'est surprenant pour les entreprises quand on a 5 mois. Et nous, au contraire, on est content parce que justement, ça nous permet vraiment d'apprendre plus de choses. Et voilà, en une dernière année, c'est 6 mois. Là, c'est 5 mois. Donc, ils se disent, voilà, on est déjà prêt à travailler et on a déjà vraiment une solide expérience, en fait, même pour le stage de fin d'année. Donc, du coup, c'est vrai que les entreprises ont plus de facilité à nous prendre en stage, du coup, parce qu'ils savent qu'on a quand même de bons acquis déjà derrière nous. ça vient vraiment de notre histoire. En fait, hein, il y a 15 ans, la formation, c'était un bac plus 3 et 4, un peu comme un IUP. Et du coup, on avait un stage de fin d'études à ce moment-là. Et quand on est passé en master, et ben, on a dit on va garder ce stage long, il est précieux. En fait, c'est un vrai galop d'essai pour le stage long de fin d'études. Et les entreprises, elles adorent avoir des stagiaires longtemps, parce que il y a toujours la période un peu d'arrivée, on se met dans le bain, et c'est assez frustrant de repartir juste quand on commence à être un peu efficace. Et en master 1, en fait, c'est des gens qui
commencent à être un peu opérationnels. Et du coup, les avoir 5 mois, c'est assez précieux pour une entreprise, que ça leur permet d'avoir aussi un regard de pré-embauche. En fait, ça arrive assez souvent qu'en revenant du stage de M1, les auditions nous disent je suis pris potentiellement pour revenir en stage de M2 et pour continuer l'aventure par un contrat en fait. Voilà, j'en ai un qui avait un CDI comme ça et qui depuis est reparti a créé son entreprise par exemple. C'est tous les parcours, mais c'est assez précieux. Voilà, alors ça fait 1 heure qu'on vous parle, il est temps d'aller faire du sport ou de la culture ou réfléchir à tout ça. Ce qu'on doit vous dire, c'est qu'on est dispo sur plein de canaux différents pour continuer à répondre à vos questions. L'orientation, c'est un vrai. Enfin, on dit chercher un métier, c'est un vrai boulot. Chercher un boulot, c'est un vrai boulot. Mais je pense que chercher sa formation, c'est un vrai boulot aussi. Donc, on est dispo via les différents services prospection, admission, communication, les résultats d'année, par mail, par téléphone, par plein de choses. L'idée, c'est d'avoir le plus d'infos possible pour choisir, déterminer et déposer vos dossiers. Vous avez jusqu'au 31 mai pour le faire, déposer vos dossiers. Donc, si vous nous appelez entre maintenant et le 30 mai, on peut sans doute encore vous répondre. Les entretiens seront conduits mi-juin et puis les émissions vont commencer début juillet. Voilà, porte ouverte samedi. On est vraiment à votre dispo pour organiser d'autres formats ou supports si besoin. Le mot de la fin, voilà. On se déconnecte, on vous souhaite une excellente soirée et surtout n'oubliez pas de maîtriser votre empreinte environnementale, voire de l'améliorer. Parce qu'il n'y a pas de planète B, pas de plan B, pas de planète B. Merci à vous.